Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Plus que jamais, il est très dur de trouver un sens à sa vie. Encore plus depuis le discours d'Emmanuel Macron lundi dernier, où on recule encore plus sur nos libertés individuelles. Sur nos libertés tout court. On vit une période extrêmement compliquée, et je ne sais pas comment un jeune de 15 ou 20 ans aborde la situation actuellement. En tout cas, il y a certainement des gens qui m'écoutent parmi vous, qui vont rester seuls cet été, qui n'ont nulle part où aller, qui vont rester dans un petit appartement, éventuellement une maison. Peut-être parmi ces personnes, il y a des gens qui sont célibataires depuis quelques temps ou de longue date. Et dans ce contexte, plus que jamais, c'est très dur de trouver un sens. Moi j'ai 35 ans, je me pose assez régulièrement la question, quel est le sens de la vie? Quel est l'intérêt de tout ce qu'on fait? Et avec tout ce qu'on vit depuis 1 an et demi, c'est plus compliqué que jamais. Donc cette vidéo est là pour essayer d'exposer le problème de la crise du sens dans nos sociétés occidentales. Joachim a préparé un exposé de 30 minutes pour essayer de déconstruire le problème et apporter quelques axes de réflexion et potentiellement quelques solutions qui pourraient vous parler. J'ai également pas mal de choses à dire, mais on se retrouvera après. On va laisser parler le MC. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien, bonsoir messieurs, bonsoir DG aussi tout particulièrement. Je tenais à prendre la parole aujourd'hui. Après avoir clos le cycle des radios JDG sur l'analyse géopolitique, j'ai conclu en disant que nous vivions une époque absolument charnière, tant au niveau géopolitique que philosophique. Et aujourd'hui j'aimerais aller beaucoup plus loin, je pense que nous vivons une époque absolument charnière aussi au niveau anthropologique. Je pense que l'homo novus, tel qu'il a été pensé depuis la Renaissance, avec son ascension, ce qui va donner le génie rationaliste d'un Spinoza, ce qui va donner l'avènement de la science moderne, etc., est en train de chuter, et que l'homo novus du 21e siècle est devenu un homme sans pied, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va, qui remet tout en cause, mais sans vouloir produire de doctrine à proprement parler, qui avance dans la nuit, et qui est mu par une profonde tristesse, une déprime, dû au fait que sa vie n'a plus de sens, et de ce fait il va combler cette tristesse par la consommation. C'est ma thèse, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur la consommation, et je pense qu'on assiste à l'avènement de cette chute, justement. L'avènement de cette chute, après l'avènement de l'homo novus, et pour moi c'est la fin du segment Renaissance-modernité. Ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est une réflexion qui me paraît nécessaire de faire, qui est authentiquement subversive. Je ne suis pas quelqu'un qui croit à ce qu'on appelle le progrès. Je pense au contraire que la race humaine en général a plus tendance à s'éloigner du centre, comprenne qui pourra, mais à chuter plutôt qu'à monter, quand bien même elle progresse techniquement. Comme on dit, être savant ne revient pas à être sage, fondamentalement, et j'y crois. Et cet enregistrement fait suite du coup au discours d'Emmanuel Macron où vous avez tous compris, donc c'est passé hier. On est le lundi 13 juillet et ce qui s'est passé donc c'est que la France a annoncé officiellement via son chef d'État, que nous saluons, qu'il y aurait une vaccination tacitement obligatoire. Je ne vois pas d'autre qualification juridique que ça. Une vaccination tacitement obligatoire, c'est-à-dire qu'elle est rendue obligatoire de facto par des mesures complémentaires, type restriction si on ne se vaccine pas, etc. Et cette allocution fait suite à 1 an et demi de crise catastrophique sur la santé mentale, je pense, de tous les pays qui ont subi des restrictions sanitaires. Et pour moi, je vais me mettre un petit peu en porte-à-faux avec certaines personnes. Les restrictions sanitaires ne sont absolument pas la cause de la déprime ambiante qui est en train de ronger une grosse partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Occident. Je pense que c'en est à la limite un révélateur et qu'il ne faut pas l'identifier à une cause, mais vraiment comme une loupe sur quelque chose qui n'allait pas depuis très longtemps. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, au niveau anthropologique, ce qui se passe, c'est que le 21e siècle marque la chute de l'homo novus, tel que pensé à la Renaissance. Cet homo novus à qui on a coupé en Occident ses pieds, qui a commencé par une démarche un peu critique sur les dogmes, qu'on peut critiquer de toutes les manières possibles, je ne suis pas un dogmatique,
mais il faut tout de même admettre que ça tenait la civilisation avec un repère commun. C'est le sens du mot religion, religere, le fait de relier. Et ce qui s'est produit depuis la Renaissance, ça a commencé là, fondamentalement, avec des gens, on peut citer, que j'admire beaucoup, Giordano Bruno par exemple, un Moyen-Âge très 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 tardif, on est en pré-Renaissance, mais c'est pas très grave, qui parlait de cette expression de l'homo novus, cet homme qui peut faire de la recherche libre, qui peut travailler librement, qui peut penser, par exemple le système solaire, l'inertie aristotélicienne, qui peut penser les astres, qui peut penser l'infini, qui peut penser l'éternité, qui peut penser critiquement la théologie. Et tout ça est louable sous bien des aspects, critiquable sous d'autres d'ailleurs. Il faut toujours prendre les points de vue opposés aux siens pour voir s'ils peuvent y résister, pour voir si nos points de vue peuvent résister à une confrontation frontale de la part de points de vue adverses, justement. Et cet homo novus de la Renaissance est en train de mourir. Il a connu une montée spectaculaire, et là on est au bas de la chute. Et ce bas de la chute, c'est l'homo novus 2022-2021. C'est un homme qui mange des doubles cheeseburgers à McDonald's, qui se nourrit de séries Netflix, qui n'a pas beaucoup de goût à l'effort physique, si ce n'est en dehors du sport pour un effort esthétique, peut-être pour être en bonne santé aussi, qui se questionne et ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne sait pas pourquoi il meurt. Je ne prends pas parti en disant que les gens de jadis savaient pourquoi ils mouraient. Je dis qu'ils mouraient en étant sûrs de savoir pourquoi. Vous comprenez la nuance philosophique. Elle est très importante. Et cet homo novus version 2022-2021 n'a plus de pied. Et il avance avec des jambes pointues, donc il tombe par terre à chaque pas. Et du coup, il se réfugie dans un acte qui est censé le stimuler. C'est la consommation. Autrement dit, l'objectif de sa vie devient intrinsèque à la vie elle-même, du début à la fin. Je dois accumuler de la richesse pour pouvoir consommer. Et lorsque je n'aime plus ce que je consomme, je dois consommer encore plus pour être plus heureux. Et cela sied le modèle de la société de consommation tel qu'il a été pensé au début des années 20 aux États-Unis. C'est l'avènement de l'industrie un peu folle. On est un siècle et demi après la révolution industrielle pour vraiment dater grossièrement. Et cette société qui à la base répondait aux besoins devait transiter vers une société qui créait le besoin. C'est ce qu'on voit avec des gens comme Edward Bernays dans plusieurs ouvrages, il traite de ça. Un ouvrage qui paraît politique mais qui est quand même assez marketing finalement, Crystallizing Public Opinion, on en a parlé dans un radio JDG, et bien sûr Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie, qui n'est, personne ne le dit ça mais il faut quand même lire le livre pour le comprendre, qu'un fascicule d'Edward Bernays pour vendre ses prestations à des services marketing. C'est pas non plus une analyse politique très poussée, par contre il y a des méthodes et on comprend qu'en fait c'est le début de l'avènement du passage de la société qui répond aux besoins à la société qui va créer du besoin, parce que sinon les ventes ne sont pas suffisantes. Et le capitalisme étant un système, je suis pas marxiste mais je prends certaines clés de lecture bien évidemment, le capitalisme étant un système qui appelle le capital pour le capital, c'est un cycle sans fin, évidemment, et de ce fait, c'est l'avènement de la société de consommation qui soit crée, du coup, cet homo novus phase finale, puisque cet homo novus est mourant, il ne sait plus où il va, il comprend plus rien, donc il va mourir de toute façon, qui crée cet homo novus, ou est-ce que l'homo novus permet la création de la société de consommation? Ça, c'est une question qu'on ne traitera pas ici. Et du coup, j'ai deux points à aborder, moi, aujourd'hui. Premièrement, c'est les fondements de cette société sans pied. Et deuxièmement, c'est la question du sens. Puisqu'en fait, les fondements de cette société sans pied, vous comprenez que c'est un symbole, les pieds, c'est ce qui fait tenir debout. Les pieds d'une chaise, les pieds d'une table, les pieds d'un être humain, c'est ce qui nous fait tenir debout. Eh bien, pour répondre à cette première thématique, je vais faire une opposition dialectique. La deuxième, ce sera la question du sens. C'est parti. Donc on passe à notre première partie, au fondement de cette société sans pied. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette société, fondamentalement? Nous sommes issus, en Europe de l'Ouest, et plus globalement en Occident, jusqu'à son appendice suprême, les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis, à leur conception, se voulaient profondément l'héritier de l'Empire romain. Nous sommes au fondement même de notre civilisation, un produit
vraiment substantifique de la rencontre entre un certain génie sémitique de la transcendance et un génie littéral, je dis pas littéraire, je dis littéral, c'est-à-dire au sens de la lettre pure, romain. Ça donne le catholicisme romain et sa théologie à la fois rationaliste, apport grec, qui a subi aussi l'Empire romain, mais ce qu'on a pu rapporter aussi au Moyen-Âge avec des gens comme saint Thomas d'Aquin qui ont fait la jonction entre Aristote et l'Évangile. Donc nous sommes ce produit entre le littéralisme romain, ce sens du droit écrit, ce qui donnera le droit canonique, et ce génie de la transcendance sémitique via des textes comme les évangiles, si ce n'est le 4e, l'évangile de Jean, qui est un évangile authentiquement grec dans sa conception. Nous sommes donc, au fondement de notre civilisation, un pur produit catholique. Voilà. Des racines germaines, des racines latines, des racines de toutes les peuplades européennes que vous voulez, nous sommes authentiquement fondés, j'ai parlé des pieds, nous sommes authentiquement fondés sur la doctrine, la vision du monde, le dogmatisme, la transcendance, le sens de la révélation, le travail littéral sur la révélation. Nous sommes authentiquement fondés sur le catholicisme, il faut le dire. Il suffit d'aller dans n'importe quel village français pour s'en rendre compte. C'est ce qui fonde les pieds, les fondements de cette civilisation. Avec ses dérivés. Lesquels? Très simple. La réforme protestante. Je ne parlerai pas de l'anglicanisme anglais, britannique, c'est une autre histoire. La réforme protestante, avec ce qu'elle a amené en termes de révolution doctrinale qui a pu permettre la révolution industrielle et la grande révolution capitaliste, comme l'avait décrit Max Weber dans son livre qui décrit justement les origines du capitalisme et comment seul le protestantisme, avec des subtilités comme la traduction du mot travail, tripalium, torture, en métier par Luther dans la Bible, qui change le rapport au travail. Le travail passe de malédiction, tel que prévu dans l'Ancien Testament, à moyen de s'accomplir, donc d'accumuler de la richesse. Si je suis riche, c'est parce que Dieu le veut. Si Dieu est pauvre, c'est parce que Dieu le veut. Donc j'ai une vertu peut-être supérieure. Ça donne le protestantisme aussi américain. Et ce culte de la richesse qui a toujours été tabou dans les sociétés catholiques. Donc tout vient à la base du catholicisme ou de l'anticatholicisme, que ce soit de l'anticléricalisme athée, ou que ce soit du protestantisme anticatholique qui va se construire en opposition à l'Église catholique. Tous les fondements de la modernité sont issus à l'origine des origines d'un dérivé de nos racines que sont le catholicisme. Il faut que cela soit dit. Que vous critiquez, je critique, je ne suis pas en train de donner là une opinion, je dis qu'en tout cas, c'est le fondement, le pilier fondamental de notre civilisation bien comprise. À partir de là se dessine une société qui, à partir de la Renaissance, comme je l'ai dit, va remettre en cause ses fondements. Renaissance, tout d'abord par une volonté de déverrouiller un petit peu ce que l'Église avait verrouillé au niveau civilisationnel comme captation et production de connaissances. On ne va pas tomber dans la caricature non plus, je ne suis pas un grand défenseur du catholicisme de l'époque, mais on ne peut pas tomber dans la caricature de l'Église qui empêche la science, c'est absolument faux. En fait, la plupart des avancées scientifiques se sont faites sous société catholique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de sujets verrouillés. On a des archives de procès. Je vous parlais de Giordano Bruno. Bon, il y a débat quand même. A-t-il été, on n'a pas encore accédé à toutes ces archives. A-t-il été brûlé et apparemment langue percée ou arrachée pour des blasphèmes bien particuliers ou pour des positions un peu plus scientifiques? Il y a eu la première abjuration. Ensuite, il a maintenu ses propos. Il a été brûlé à Rome comme Dei Fiori. Et la statue, pour ceux qui y vont en vacances, magnifique. Et ce que je veux dire du coup de très important, c'est que cet homo novus brunien de la recherche libre, de la transcendance, ok, mais rationnelle, ce qui va aboutir sur des gens comme Spinoza, avec l'éthique, avec des systèmes morés géométricaux, selon la méthode géométrique, pour démontrer Dieu. Vous voyez, même si Spinoza n'est pas un transcendentaliste, mais un immanentiste, mais ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'avènement, la montée de l'homo novus, qui amène
pas de la raison, parce qu'on n'a pas attendu la Renaissance et les philosophes rationalistes pour avoir de la raison en Occident. Vous lisez la Somme théologique, vous lisez Maïmonide avec le Guide des égarés et tous ses écrits, ce sont des rationalistes purs et durs qui démontrent que la scolastique est une production rationnelle. Lorsque Maïmonide, justement, je vous parlais du Guide des égarés, écrit son livre magnifique pour répondre à l'influence grecque sur les communautés juives de l'époque, il le fait avec un rationalisme absolu. Maïmonide est pour moi le plus grand rationaliste de tous les temps. De tous les temps. Il n'écrit pas en 1780. Vous voyez ce que je veux dire? Il écrit pas avec Voltaire ou je sais pas quoi. Qu'on arrête ces délires-là. Mais juste pour vous citer donc Spinoza, qui est un rationaliste pur, ça fait partie un petit peu d'une apogée d'un rationalisme décomplexé des sources théologiques. Voilà ce que je voulais dire. Et donc il y a cet événement, puis il y a cette chute a posteriori. Cette chute catastrophique qui fait qu'on passe fondamentalement d'un segment de l'homo novus qui commence par une réaction à ses fondements catholiques qui s'en éloigne en montant dans sa direction rationaliste, décomplexée des sources théologiques pour sa production de transcendance. On peut citer d'autres exemples comme Descartes, avec le discours de la méthode qui propose de repartir de zéro pour produire de la connaissance, ce qui l'amène au cogito ergo sum, je pense donc je suis, mais qui l'amène in fine à dire qu'il y a le Dieu qui précède la pensée. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, le cogito ergo sum, mais c'est pas du tout le sujet d'ici. Et on monte, et ensuite on chute, puisqu'en fait c'est un mouvement qui a été initié par des pieds, donc les pieds ont permis le saut de la philosophie. Sauf qu'au bout d'un moment, on retombe. Et il n'y a plus de pied pour atterrir. Et ce fait qu'il n'y ait plus de pied pour atterrir, ça fait qu'on passe très, je le dis de manière très gentille, sans aucun jugement de valeur. On passe concrètement de René Descartes à l'homo novus du XXIe siècle. Mais qui est l'homo novus du XXIe siècle? C'est un homme, appelons-le Firmin Kader. Je veux l'appeler Firmin Kader. Firmin Kader, il mange des doubles cheeseburgers à McDonald's, il regarde des séries sur Netflix avec des filles dénudées, il consomme les êtres humains, c'est-à-dire que un jour il a une copine par exemple, mais elle lui plaît pas, elle a un bouton qui pousse, il change, il consomme des biens, et quand il peut pas consommer de biens, qu'est-ce qu'il fait, Firmin? Il en achète d'autres, ou alors il regarde des vidéos unboxing, et à partir de là, ce Firmin ne sait pas où il va. Enfin, Firmin, je sais plus comment je l'ai appelé, Jean Kader, Kevin, peu importe. Il sait plus où il va, il sait plus ce qu'il fait, il sait pas pourquoi il vit, il sait pas pourquoi il naît, il ne sait pas pourquoi il meurt. Donc sa vie est profondément insipide, il ne comprend pas le sens de sa propre souffrance. Là où je veux en venir pour rester très sérieux méthodologiquement, c'est que je ne prétends pas que les hommes de jadis savaient pourquoi ils mouraient, savaient pourquoi ils vivaient. Je prétends que ces hommes-là étaient persuadés de savoir pourquoi ils vivaient et pourquoi ils mouraient, et qu'ils mouraient avec cette certitude-là. Donc ils mouraient en quiétude supérieure. D'un point de vue pratico-pratique, l'homme de jadis était donc plus sage que l'homme moderne, qui est pourtant bien plus savant. Tout homme aujourd'hui sait que la Terre tourne autour du Soleil avec une forme elliptique, sait comprendre les étoiles. On ne va pas parler de démagification du monde au sens weberien du terme, ça n'est pas la question, ou désenchantement comme vous voulez pour la traduction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet Homo novus version 2021 est une catastrophe civilisationnelle qui est moribonde, qui n'a plus de raison de vivre. Et je vais lancer une petite pique aujourd'hui à monsieur Michel Onfray, qui a jugé bon toute sa carrière de nous expliquer que le catholicisme était une aberration dans son traité d'athéologie, SIC, entre parenthèses SIC, vous comprendrez ce que je veux dire, à nous expliquer justement que Paul de Tarse était un histrion lorsqu'il tombait de son cheval, un hystérique qui avait eu une crise, une hallucination. Toute sa carrière c'était ça, pour ensuite venir nous voir en disant oui, mais le problème de la civilisation occidentale c'est qu'elle n'est plus catholique, donc elle n'a plus de fondement. Il fallait se réveiller un peu plus tôt et ne pas œuvrer pendant 15 ans de carrière pour nous expliquer que ce fondement justement devait être détruit. Ça m'amène à ma deuxième partie maintenant, le sens. C'est quoi cette histoire de sens? Pourquoi on aurait besoin de sens? Je ne suis pas un nihiliste, je ne suis pas quelqu'un qui croit à la notion du vide, et je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'être humain peut se passer de sens. Je pense qu'un chat,
Je reprends toujours cette métaphore et je la reprendrai toute ma vie. Un chat qui voit une chatte en chaleur ne peut pas s'empêcher d'aller lui sauter dessus. Il ne peut pas, il a une pulsion, point final. Point final. On a parlé ici de l'âne de Buridan, de ce paradoxe. Je vais le refaire parce que ça n'a pas été fait en vidéo, mais peu importe. On va le faire. Le chat ne peut pas se contrôler. L'animal est dicté par son instinct. Son instinct, ses pulsions. Ses pulsions. Ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas d'émotion, ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas de sentiments, ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas de gentillesse. L'animal, et qu'il n'a pas de sensibilité, bien sûr qu'il en a une, mais l'animal est dicté par ses pulsions. Je ne suis pas un machiniste pur comme Descartes par exemple, mais l'animal a des pulsions qui l'animent. Et ça donne le paradoxe de l'âne de Buridan, justement. Un âne qui a aussi faim que soif meurt de faim et de soif, puisque les deux pulsions sont égales, il n'a pas la raison pour trancher. C'est un paradoxe hypothétique. Aucun âne n'a aussi faim que soif, bien évidemment. L'être humain est plus qu'un animal, puisqu'il a une nature animale profonde. Nous avons une nature animale, nous avons des boyaux, nous avons un cœur, nous avons une sensibilité animale. Nous comprenons les animaux, nous partageons 99%, pour les meilleurs des cas, beaucoup moins pour d'autres cas de leur code génétique. Pourquoi pensez-vous que lorsque vous voyez un chat bâiller, vous bâillez aussi? Parce qu'en tant que mammifères, nous sommes connectés génétiquement. Nous sommes connectés génétiquement. Il y a des mammifères qui peuvent pleurer. Alors, comme disait Aristote, le rire est le propre de l'homme. À vérifier, ça, on ne sait pas. C'est pas la question. Mais là où je veux en venir, c'est que les animaux ont des pulsions, l'homme aurait la raison. C'est un peu thomiste, ce que je dis là. C'est-à-dire que l'homme vient sur Terre nu, mais c'est sa raison qui est son outil premier. Cet outil est suprême, puisqu'en fait nous avons pu tuer des ours, nous avons pu tuer des baleines, nous avons pu tuer des requins de dingue, etc. grâce à la raison. On a construit des harpons, on a construit des bombes atomiques, on peut tout massacrer aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi faire? C'est une autre question. Mais la raison définit l'homme. Et je pense que cette raison fait que nous ne sommes pas comme les chats. Pourquoi? Parce qu'un chat pourrait rester éternellement dans son fief, dans son terrain, chasser éternellement, il ne s'ennuierait jamais. Il serait plein. Il serait plein d'une plénitude exceptionnellement pleine, ce chat. Mais nous, êtres humains, parce que nous avons la raison, et donc, je le dis, quelque chose de transcendantal qui nous dépasse, nous avons soif de sens. Nous avons soif de sens. Et cette soif de sens, pour moi, prouve à elle seule le fait qu'il y a un sens. Là, c'est une réflexion très personnelle, mais je devais la partager. Elle est pour moi importante. Et je pense qu'elle manque aujourd'hui, cette réflexion. Cette soif de sens fait qu'il y a un sens. Et pour moi, j'aimerais le démontrer de cette manière. Si j'ai soif, c'est parce que l'eau existe. Et donc que mon corps en a besoin. Parce qu'il est prédisposé à l'utiliser, à en avoir besoin. Si j'ai faim, c'est que mon corps sait que des nutriments existent. Et je pense que si j'ai soif de transcendance, si j'ai soif de sens, c'est qu'au préalable, il y a un sens qui nous dépasse et qui n'est pas subjectif. Autrement dit, si j'ai besoin d'avoir un sens à ma vie, si je ressens ce besoin profond en tant qu'être humain, que tous les êtres humains ressentent, c'est qu'il y a un sens à la vie. Il est là le fondement de la réflexion que j'aimerais partager aujourd'hui. Et cette crise du sens, c'est par l'avènement de cet homo novus qui a décollé à partir des pieds civilisationnels, profondément catholiques, en Occident. Je ne parle pas des autres civilisations, là c'est un autre débat. On parle de l'Occident aujourd'hui. Et on parle de la France plus particulièrement. Et bien cet homo novus qui a décollé est en train de rechuter, n'a plus de pieds pour atterrir. Et donc là il est à genoux, et il mange des doubles cheeseburgers, et il écoute de la musique avec des rythmes fixes et une pulsation en 110 BPM et ça fait boum boum dans le bas-ventre et il danse et puis il se saoule toute la journée pour oublier sa misérable existence parce qu'il ne sait pas pourquoi il vit, il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne sait rien du tout, il n'est rien et il n'a plus de vie et il se laisse mourir peut-être par des civilisations qui seront plus vivaces, mais je pense que le monde entier est concerné par la crise du sens aujourd'hui, de différentes manières, ça n'est pas la question. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, la crise du sens, c'est quoi? C'est qu'une civilisation, ça se produit par un sens commun. Autrement dit, moi, je suis français, par exemple. Je dis pas qu'une civilisation française, c'est un peu plus vaste, les civilisations, et je n'emploie pas le terme civilisation au sens huntingtonien du terme, hein, certainement pas. C'est un autre débat, ça aussi. Je suis français. Eh bien, à l'échelle de la famille, je sais que je vais dans la même direction que mon frère, mon père, ma mère, etc. C'est la cellule la plus petite, au sens thomiste du terme. Ensuite, il y a la cité, la ville. Il n'y avait pas encore les nations à l'époque où Thomas écrivait, Thomas d'Aquin.
Ensuite, il y a la nation, si on monte plus haut, du coup, la nation, je sais que moi, français, j'ai le même intérêt national que Hideo Kojima déçu français, que DG français, donc on œuvre tous dans le même sens, même si avant on se connaissait pas, mais on œuvrait dans le même sens parce qu'on était français. À la base, c'est censé être ça une nation. Et au-delà de la nation, il y a la civilisation. Autrement dit, moi, je vais dans le même sens qu'un Italien, qu'un Espagnol, parce que nous partageons un fondement civilisationnel. Donc la civilisation est la manière de classifier les groupes humains de manière très vaste, avec un fondement commun. Et je vous ai dit italien, espagnol, français, je vais mettre les Allemands, je vais mettre les Anglais, c'est quoi? C'est l'origine catholique commune. Avec l'orthodoxie définie au concile de Nicée, etc. C'est un peu plus compliqué. Je vais mettre la Russie dedans aussi, mais qu'il y a des Slaves, il y a une partie de la Russie, bon, c'est tout un débat, vous savez, sur l'eurasisme, avec des gens comme Dugin, est-ce que la Russie est à l'ouest, est-ce qu'elle est à l'est, est-ce qu'elle est au centre, c'est le Heartland, c'est une autre question. On va enlever la Russie, du coup, ça amène trop de débats. Italie, France, Espagne, Portugal, Allemagne, Angleterre, il y en a d'autres, j'en passe des meilleurs, je salue mes amis helvétiques, les Suisses, qu'on adore, les Belges, bien évidemment, les Néerlandais. Au fondement de tout ça, il y a la définition d'une orthodoxie, au concile de Nicée, comme je vous ai dit. Il y a l'Empire romain qui impose le catholicisme. Et ensuite, tout se greffe. Les paganismes locaux, les cultes odinistes, les Gaulois, les Celtes, l'ancien paganisme romain, il ne faudrait pas l'oublier, Jupiter, Neptune et toute la clique, etc., etc. Tout se greffe, tout se mélange, chaque partie apporte sa partie, mais la civilisation et ce tissu civilisationnel se forment. Le fondement civilisationnel. Eh bien, la crise du sens se définit par le fait de nier le fondement civilisationnel, qui était un fondement civilisationnel qui pouvait réunir des cultures totalement différentes dans la mesure où il leur apportait la même réponse à la question des questions pourquoi. Comment? La science a toujours tenté d'y répondre. Pourquoi? C'est la civilisation qui doit répondre pourquoi. Et là, je m'extirpe de tout rapport à la vérité, puisque je vous dis que ça n'est pas à la vérité de se manifester ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je prends de la distance avec moi-même, parce que j'ai mes convictions personnelles. Je n'aimerais pas beaucoup les appliquer ici. Mais pour moi, c'est la civilisation qui répond à ça. Peu importe ce qui est vrai ou faux. La question, c'est est-ce que la civilisation est vivace, comme le tempo en musique classique, vivace, est-ce que c'est vivace? Est-ce que ça peut survivre dans ce monde violent et hostile? Est-ce que ça a une volonté profonde de conquête? Comme Spengler disait, la fin d'une civilisation, c'est quand elle commence à culpabiliser sur ses conquêtes et sur elle-même. La citation n'est pas exacte, mais vous comprenez l'idée. Eh bien, cette crise du sens donne l'Homo Novus 2021, Jean Kader. La question que vous vous posez maintenant, c'est ok, super. Comment on répond à la crise du sens? Eh bien, j'aimerais juste terminer cette réflexion synthétique sur quelque chose qui me paraît être du bon sens. Lorsque des branches, pour ceux qui aiment bien couper des arbres et des branches, et tailler des arbres, les élagueurs en herbe, lorsque des branches commencent à pourrir, à dégénérer au sens botanique du terme, qu'est-ce qu'on fait? On retourne aux racines. Je vous remercie. Merci Joachim. C'était passionnant. Revenir aux racines, ça fait réfléchir. Je sais pas si c'est le sens entendu par Joachim, mais je pense très très souvent à mon grand-père, que malheureusement j'ai perdu il y a quelques années. Et ces dernières semaines, il y a vraiment un souvenir qui me revient en boucle, c'est quand il m'emmenait voir les Tortues Ninja 2 au cinéma. Allez comprendre pourquoi. Et je me souviens, quand on est sorti de la salle, il m'avait dit, avec sa voix rocailleuse, parce qu'il avait été gros fumeur quand il était jeune, il m'avait raconté qu'un jour il prenait le train, et ça lui est venu comme ça parce qu'il a été pris d'une douleur peu avant. Je crois qu'il avait 32 ans, et il fumait des gitanes depuis l'âge de 17-18 ans. Et il était dans le train, et il avait tous ses paquets de cigarettes, il les achetait par la fenêtre et il n'a plus jamais refumé. Et bref, il avait une voix très rocailleuse et à la sortie de la salle, il m'avait dit « Go Ninja, go Ninja, go !»
sais pas, j'y repense en ce moment. C'est important des fois de revenir aux racines, hein, comme le dit Joachim. De se replonger dans ses souvenirs d'enfance, aux choses importantes, aux gens qu'on aimait, et essayer de trouver un sens. En fait, c'est à nous de donner un sens à la vie. Pour certains, ça va passer par une croyance, pour certains autres, par les gens qu'ils aiment, par l'amour. Mais j'ai conscience qu'en ce moment, c'est très compliqué de garder le moral et de comprendre ce qu'on fout ici, surtout qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Et ça va pas l'air en s'arrangeant. Dans certaines villes, c'est complètement surpeuplé, c'est invivable. Quand je vivais à Paris dans les années 2000, c'était entre 2005 et 2010, ça m'a foutu en profonde dépression. Parce que vraiment, mon quotidien, c'était prendre le métro le matin à 7h, 7h30, sur la ligne 13 au début. C'était blindé. J'en pouvais plus, des fois je laissais passer des rames, j'arrivais en retard au cours, mais je pouvais plus supporter ça en fait. Je pouvais plus supporter parfois de tenir les portes, de pousser, les gens étaient blindés, enfin c'était blindé à l'intérieur, tout le monde suait, c'était infernal. Personne se parlait, personne se regardait dans les yeux, c'est tellement froid. Je crois que ça n'a pas changé, ça a dû aller en s'empirant j'imagine, mais ça, je pouvais plus le supporter. Après c'était les cours, à un moment donné c'était des petits boulots, puis après le soir j'ai la salle de sport en général, qui était vers Porte-Maillot. Ensuite je reprenais le métro, c'était encore blindé, je revenais chez moi, j'étais défoncé. Le seul truc que je voulais en fait c'était à un moment donné de manger une glace. Je m'achetais des pots de Ben & Jerry's, bon, parfois des glaces un peu moins chères parce qu'elles étaient quand même à 5 € et quelques, c'était super cher. Et des fois je me mettais du Nutella sur la glace et je me posais devant des jeux vidéo ou des films et j'essaie de profiter de quelques heures de bien-être, mais qui sont pas vraiment du bien-être, vous voyez, parce que je m'abrutissais, je m'endormais devant des jeux vidéo ou certains films en mangeant une glace, quoi. C'est pas ça qui te fait grandir spirituellement, on va dire. Ça m'aidait pas vraiment, et en fait ça m'a mis dans un état, je pense, j'ai pas été diagnostiqué comme tel à l'époque, mais de pure dépression pendant 3 ans, pendant 3-4 ans, c'était infernal. Et je pense qu'il y a des gens actuellement qui m'écoutaient, qui sont dans cette situation, et là vous n'allez peut-être pas partir en vacances, vous êtes peut-être seul depuis très longtemps, et la société est de plus en plus compliquée, c'est pour ça que je sais pas comment on peut réagir, comment on peut penser un jeune à l'heure actuelle qui a 15-20 ans, parce que maintenant vous rencontrez comment, pour rencontrer une fille vous faites comment? Vous allez sur des sites de rencontres, à mon âge ça n'existait pas, ça c'est à mon époque. À mon époque ça n'existait pas, quoi. Les sites de rencontres à la limite, tu pouvais draguer, je sais pas, sur MSN, Caramel, mais bon, c'était bidon, quoi. C'est aucun intérêt de faire ça, tu rencontrais les gens dans la vraie vie, et maintenant j'ai l'impression que tout le monde est obligé de passer plus ou moins par ces plateformes, parce que on est tous de plus en plus isolés, donc c'est très compliqué de se rencontrer dans la vraie vie. Alors là, cette année qui est passée plus que jamais, parce que tout le monde a des masques, donc je sais même pas comment ça se passe pour draguer quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut vous plaire déjà dans la rue? Sachant que tout le monde est masqué, vous voyez juste un regard, puis plus personne se calcule, quoi. On est tous des espèces de robots avec des masques, chacun son programme dans la tête, avec son but, qu'est-ce qu'il doit faire dans la journée. Ah bah moi je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, puis personne ne calcule plus personne. Et ces plateformes de rencontres, pour moi, c'est cancer, quoi. C'est cancer absolu, on peut pas trouver le véritable amour là-dessus, c'est trop calculé, c'est trop factice. Et ça se base que sur des critères finalement, c'est plus que des critères. Et là on nous a rajouté encore des critères en début de semaine avec le discours de Macron. Maintenant il faudrait être vacciné pour accéder à certains endroits, ça va être une sorte de ségrégation. Il y aura les vaccinés et les non vaccinés. Et le mec qui a encore un peu de bon sens dans cette société, qui refuse le pass vaccinal, qui refuse de se faire ficher, qui a peur des dérives que ça peut engendrer dans le futur, et qui a, je sais pas, peut-être 18-20 ans, qui est seul, comment il fait, comment il réagit en ce moment, c'est très compliqué, voilà, de trouver un sens. Donc je me mets à votre place, pour ceux qui sont les plus jeunes, parce que moi franchement je suis pas à plaindre, c'est clair, moi je me dis j'ai 35 ans, j'ai quand même eu pas mal de moments sympas, puis là, ça va là en ce moment, vous voyez, je vais plutôt bien, mais je pense vraiment à l'ado que j'étais, et comment je réagirais, qu'est-ce qui se passerait dans ma tête si je grandissais, si j'étais dans Paris à l'heure actuelle, que j'avais la vie que j'avais en 2006-2009, mais que je la transposais à cette époque actuelle, mais limite je me tirerais une balle, quoi, j'essaierais de me raccrocher à certaines choses peut-être, mais c'est pour ça que je pense que ce genre de vidéo est importante, que le discours de Joachim, que je vous invite à réécouter, parce qu'il est très pertinent, il est très profond,
Je vous invite à le réécouter, à méditer dessus, et essayer de voir un petit peu s'il n'y aurait pas moyen de retourner aux racines, de se mettre en quête de spiritualité, et d'essayer de passer un peu outre ces réseaux sociaux, ces écrans, le monde tel qu'on essaie de vous le vendre. Parce que dans le monde de maintenant, quand t'es un mec, alors je suis désolé, hein, je ne suis pas une femme, donc j'ai pas un parcours féminin, je peux pas vraiment me mettre à la place d'une femme. Là, je parle essentiellement aux hommes. Parce que j'estime que c'est beaucoup plus dur d'être un homme dans la société actuelle que d'être une femme. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'en fait, si tu fais pas une certaine taille, si t'as pas une certaine... si tu réponds pas à certains critères en tant qu'homme, c'est très 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 compliqué. Mais même pour trouver un boulot, hein. Même pour trouver un taf, dans certains corps de métier, pas tous évidemment. J'entends bien que dans les hautes sphères, à niveau égal, les femmes gagnent toujours moins que les hommes, et ça c'est compliqué, d'accord, mais si on prend des petits boulots, les femmes vont pas forcément être moins sélectionnées que les hommes, bien au contraire. C'est très compliqué, il faut de plus en plus répondre à des critères en tant qu'homme, je pense, et le jeune qui a grandi là, avec Internet, avec ses réseaux et ses applications de rencontres, je sais pas s'il a encore s'il a du bon sens, en tout cas s'il ressemble à peu près à ce à quoi je ressemblais intellectuellement, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais s'il réfléchit comme moi je réfléchissais dans les années 2000, je pense qu'il doit être en sacrée dépression, parce qu'il doit se dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Quel monde on nous a laissé? Parce que vous voyez, mes grands-parents, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils m'en ont beaucoup parlé, c'était extrêmement dur pour eux, ils ont vécu un enfer. Plein de fois, mon grand-père me racontait, là je parle de mon grand-père paternel, qui me racontait toujours comment il avait rencontré ma grand-mère. C'était à une fête musicale, lui il était violoniste, ça a toujours été un très bon musicien, mon grand-père. Et vous voyez, ça c'est un de ses souvenirs les plus forts, c'est avoir rencontré ma grand-mère dans ces conditions. Ils faisaient du violon, puis ça a été le déclic entre eux, et ils sont restés ensemble toute leur vie, vous voyez. Et je pense que la guerre les a rendus beaucoup plus forts que n'importe quelle personne qui grandit dans cette société ne pourra jamais l'être. Ils ont vécu des drames, des choses affreuses quotidiennement. C'était une époque absolument terrible, et ils ont été soudés jusqu'au bout, vous voyez. Et ils ont vraiment trouvé un sens à leur vie. Ils étaient croyants, ils allaient tout le temps à l'église. Alors je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais c'est comme ça qu'ils avaient vécu, et peut-être, comme dit Joachim, que ça apporte une sorte de quiétude, de repos, de ne pas stresser tout le temps quant à la mort, comme moi je peux le faire, parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et quand on me l'a demandé, peut-être que j'aborderai le sujet une prochaine fois, et certainement avec Joachim, ça serait intéressant. Mais ils avaient certainement trouvé un sens à leur vie. Ensuite, il y a eu la génération de mes parents, donc ils sont nés dans les années 50, et je pense qu'on est nombreux parmi vous dans le public à avoir eu des parents qui ont grandi dans les années 60, 70, 80. Le monde était à refaire, du coup. Passé la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est refait, il a été reconstruit, il y a les 30 Glorieuses, et c'était une époque beaucoup plus détendue, où tout semblait possible, où c'était beaucoup plus simple, par exemple, d'investir dans l'immobilier, d'acheter un appartement, même à crédit, d'acheter une maison, partir en vacances, c'était beaucoup plus simple. Je parle même pas de la situation sanitaire de la pandémie qu'on traverse, hein, mais vous voyez que maintenant, les embouteillages, c'est un enfer absolu. Il y a de plus en plus de voitures, de monde sur la route. Tout est insupportable, en fait. Tout est de plus en plus insupportable. Mais il y a eu une courte période, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, et j'ai envie de dire jusqu'aux années 2000-2010, où le monde était plus relax, plus détendu, plus simple. Et je trouve que la génération de nos parents a eu vraiment de la chance. Plein de fois, moi, ils m'ont dit, et c'est vrai, hein, que notre génération a eu de la chance avec la technologie, avec tout ce qu'on avait finalement à disposition, mais sauf que les 10-15 dernières années sont de plus en plus complexes, terribles à aborder, et autant ma génération à moi, la génération des gens qui sont nés dans les années 70, 80, éventuellement début 90, on n'a pas trop à se plaindre, parce qu'on aura pu quand même vivre une trentaine d'années à peu près cool. Moi je me mets à la place vraiment du jeune, qui grandit dans les années 2010, hein. 2020, et qui se retrouve face à un monde qui est de pire en pire, de plus en plus sombre, de plus en plus isolé, où il y a de plus en plus de faux culs, de délations, d'hypocrites. C'est très dur de garder son sens commun, de garder du bon sens, de rester bienveillant, gentil et optimiste dans cette société actuelle. Donc quelles sont les solutions? Écoutez, moi le seul conseil que je pourrais donner, c'est de vous raccrocher à vos souvenirs d'enfance qui vous faisaient vraiment plaisir,
Et cet été, si vous êtes vraiment seul au bout du rouleau, essayez de vous replonger dans les trucs qui vous font vraiment plaisir, qui vous parlent. Moi, en ce moment, c'est des souvenirs avec mon grand-père. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Bon, après, c'est d'autres trucs, mais j'ai pas envie d'aborder ma vie privée. Mais vous voyez, vraiment repenser à mon grand-père, des fois, ça me fait du bien. Et j'ai vraiment envie là de retourner à Rouen. On allait souvent, quand j'étais petit, je passais souvent des vacances là-bas, chez mes grands-parents. Je suis très très attaché à cette ville. Et voilà, vous replongez dans des dessins animés qui vous plaisaient quand vous étiez enfant, des musiques qui vous ont marqué. Et essayez de trouver tous les trucs positifs qui peuvent être encore là dans le monde, parce qu'il y a encore plein de choses. Il y a plein de choses positives dans le monde. Avec Internet, vous avez accès à une mine d'or de choses excellentes en termes de culture, en termes de musique, de films, de séries. Essayez de faire du sport, de vous améliorer quotidiennement, d'avoir toujours un ou des objectifs en tête, et d'être gentil avec votre entourage, avec votre famille et avec les gens qui vous entourent. C'est le plus important, parce que quand vous êtes gentil avec tout votre entourage, on vous le rend. La vie est comme ça. Et quand on a un sale état d'esprit, ça m'est arrivé des fois d'être dans un état d'esprit de merde, de voir tout en noir, comme à la fin des années 2000, et on me le rendait bien parce que j'étais complètement seul à un moment donné. J'étais seul, je voyais plus personne, vraiment. Et même les quelques potes que j'avais trouvaient que j'étais trop sinistre. Donc il faut soit me donner du sens, et soit essayer de réactiver un petit peu la petite flamme que vous avez au fond du cœur, la flamme que vous aviez quand vous étiez enfant, quand on se posait moins de questions, quand le monde paraissait plus simple, quand votre mère vous emmenait, je sais pas, dans un magasin de jouets. Pourquoi pas faire un tour dans un magasin de jouets, un Pickwick, c'est sympa. Moi j'aime bien. Là j'étais allé il y a pas longtemps là, faire un petit tour dans Pickwick. Je trouve ça sympa de voir des familles, des enfants, avoir des éclats dans les yeux, s'approcher de certains jouets. J'aime bien un petit peu observer aussi comment sont les gosses, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui leur fait plaisir actuellement dans ce monde actuel. Ça peut passer par un animal domestique. Moi j'adore mon chat, je m'en occupe énormément. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Ça peut être un chien. Il faut essayer de garder un état d'esprit positif dans un monde qui est de plus en plus négatif et noir. Voilà ce que je pourrais vous dire pour conclure un petit peu cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle était d'un petit intérêt, en tout cas pour l'intervention de Joachim, j'ai aucun doute. Et on se retrouve demain, je pense, pour une autre vidéo. Voilà. Écoutez cette vidéo à la limite, je vais pas non plus trop m'étaler, je pourrais encore aborder certaines choses, mais je vais encore garder certains trucs pour une autre vidéo que j'ai en tête avec Joachim, voire deux autres même. Force à vous tous. On vit une période très compliquée, on va rien lâcher, on va détruire ce putain de pass sanitaire. Et n'hésitez pas à être sur Discord, à être bienveillants les uns envers les autres. Il y a des amitiés qui se forment, je crois même qu'il y a des couples qui se sont formés. Donc c'est top. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Joachim pour cette analyse. Ciao.